Donc, on commence avec Effiegis. De chez Effiegis, nous avons M. Jean Letellier, qui est directeur commercial, et M. Mathieu Benoît, qui est directeur observation de la Terre. Donc, eux vont nous présenter une revue des différents satellites d'observation de la Terre et des exemples d'application. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Donc, le contenu de la présentation, on va faire un petit profil là, de notre compagnie, profil corporatif de la compagnie. Quelques notions de base, mais vraiment minimes, juste pour bien comprendre là, quand on explique là, les différents satellites. Et par la suite, on va avoir une description des capteurs, les missions à venir, donc les nouveaux satellites qui vont être lancés dans un proche avenir, un avenir rapproché ou proche ou moyen avenir. Donc, après ça, description des applications et des méthodes de production qu'on utilise pour produire l'information. Et enfin, des exemples là, de projets qu'on a réalisés au fil des années avec l'image satellite. Moi, je suis chez Effiegis depuis bientôt 21 ans. J'ai une formation en géomatique, mais je travaille depuis le début de ma carrière chez Effiegis. Je travaille dans le domaine de la télédétection. On a été fondé par deux spécialistes. Un des spécialistes, Pierre Vincent, est un spécialiste en télédétection. Donc, ils ont fondé l'entreprise sur l'utilisation du satellitaire parce que l'autre partenaire était un spécialiste GPS. Donc, la vision était d'utiliser le plus possible le satellitaire pour produire de l'information géospatiale. Donc, on est un leader en solutions géospatiales novatrices et on optimise nos processus d'affaires à l'aide de solutions géospatiales avancées. Donc, on offre de l'information géographique qui est fiable, précise, afin d'obtenir une justesse inégalée dans la précision, dans la prise de décision, et ce, peu importe le secteur d'activité, et j'ajouterais peu importe où on se situe sur la planète. Donc, on sépare la compagnie en trois divisions. Donc, la division observation de la Terre, dont je suis le responsable. On est à peu près une vingtaine d'employés de ce côté-là. Du côté on n'est pas seulement en observation de la Terre, on a aussi le côté collecte et gestion de données géospatiales, donc plutôt du côté des systèmes d'information géographique, la gestion foncière, développement de solutions géospatiales, patrouille de correctifs. C'est une application spécifique au milieu des télécommunications, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, et aussi du relevé d'infrastructures. Donc, on a des équipes qui se déplacent sur le terrain avec des GPS et avec des dictionnaires de données pour faire du relevé, principalement pour Bell, Hydro-Québec et différentes villes. Et aussi, on a différents produits que l'on a développés au fil des ans. OnPause, qui est pour le GPS, le CPAT pour la télécommunication, pour la détection de signal de la fuite qu'il y a dans le réseau de câbles des réseaux distributeurs du signal télévisuel. Donc, quand ça brise le câble, il y a une fuite, il y a un signal qui est émis, qui sort du réseau, et on a développé un capteur qui, lui, va détecter cette fuite-là, va enregistrer l'intensité, le positionnement du véhicule, et qui va transmettre automatiquement à nos bases de données, va transmettre la position pour pouvoir informer les compagnies qu'il y a un bris à tel endroit et que ça va permettre à ces compagnies-là d'aller réparer la fuite. Et aussi, on a, dernier produit, on fait la revente d'images satellites. Donc, on a des ententes avec l'ensemble des opérateurs satellites dans le monde qui nous permet de redistribuer les images satellites. On reviendra plus tard. Jean est responsable du bureau de commande pour cette partie-là. Donc, on est une entreprise privée à 100% canadienne. On est basé à Montréal. On a un bureau aussi à Québec. Équipe multidisciplinaire, on est 150 professionnels et techniciens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, on a un siège social à Montréal. On a un bureau à Québec. On a des représentants en Colombie-Britannique. On en a aux États-Unis et en Europe principalement pour notre produit CPAT, pour la détection des fuites pour les télécommunications. Et aussi, on a des agents commerciaux en Amérique latine et en Afrique. Pour l'Afrique, c'est principalement basé au Burkina Faso. Notre processus d'innovation est au cœur de notre stratégie. 15% des activités d'investissement en recherche et développement sont réalisées dans l'entreprise chaque année. On a été fondé là-dessus, sur le développement technologique. C'est dans nos mœurs, c'est dans notre façon de faire, et on vise toujours à développer des nouvelles façons de faire. De toute façon, la technologie évolue tellement rapidement que si on n'est pas versé vers la recherche et le développement, bien, les entreprises on est plutôt appelé à stagner. Donc, on vise à développer de plus en plus nos connaissances et nos processus d'affaires.
On est certifié ISO 9001-2008. Bon, ça fait quand même plus de 10 années qu'on est ISO. Donc, équipe multidisciplinaire, on a des géomaticiens, des ingénieurs, informaticiens, des arpenteurs géomètres, des géographes, gestionnaires, géologues, planificateurs urbains, cartographes, photogrammètres, techniciens, releveurs. On va mentionner, mais on a aussi des spécialistes en agriculture, en foresterie. Quand on avise un domaine spécifique pour produire l'information, mais si on ne connaît pas ce domaine-là, c'est difficile de répondre parfaitement aux besoins et de bien comprendre ce que les gens veulent avoir. Donc, on essaie d'avoir dans nos employés des gens qui ont une spécialisation dans un domaine particulier, comme bon, tous les secteurs qu'on avise. Ces secteurs-là, donc l'industrie, on travaille pour l'administration publique, évidemment. Hein, donc, c'est des très grands consommateurs d'informations géospatiales. On travaille pour l'aéronautique et le spatial aéronautique, surtout avec les simulateurs de vol. On produit l'information pour les CAE et Mechatronics qui utilisent l'imagerie satellite pour fond d'écran quand ils simulent, par exemple, si un pilote s'entraîne sur Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport va être monté virtuellement, mais ça doit représenter fidèlement ce qu'il y a dans la réalité. Donc, ils vont utiliser l'imagerie satellite à différentes résolutions pour pouvoir simuler différents niveaux d'altitude que l'avion ne peut pas voler, et ainsi le pilote va reconnaître son environnement. En agriculture, l'environnement, foresterie, génie conseil. Pour le côté génie conseil, on travaille beaucoup à l'international. Eux ont implanté des infrastructures partout dans le monde. L'information géospatiale n'est pas toujours présente ou pas toujours très fiable, donc ils vont utiliser souvent le satellitaire pour produire une information très précise et qui ont habitué avec lequel ils sont habitués de travailler partout. Mines, pétrole et gaz, services publics et aussi les télécommunications, comme j'ai mentionné tantôt. Les services, bon, on fait du développement d'applications, beaucoup. À titre géologique, on a, il y a 3 ans, donc 4 ans, on a acheté une compagnie, Télédétection, qui était basée spécifiquement sur des géologues qui produisent de l'information pour les besoins géologiques à partir principalement d'imagerie satellite. On fait de la maintenance de réseau, de la modélisation 3D, du monitoring, du relevé d'infrastructures, de la représentation du territoire, des systèmes d'information géographique, évidemment, puisque toute l'information doit aller dans ces systèmes-là, et le traitement d'images satellites, auquel on va vous entretenir un peu plus en détail dans cette présentation. Donc, les produits, je l'ai mentionné tantôt, pour le CPAT, c'est celui du milieu, la boîte verte. Donc, c'est une boîte, comme je le mentionnais, c'est vraiment une boîte noire qui est verte, mais qu'on met dans l'intérieur des véhicules de réparation. Donc, le type qui part à chaque matin pour aller travailler, pour aller réparer les fuites qu'ils ont dans leur réseau de câbles, n'a pas connaissance que ce système-là est mis en marche. Et le système enregistre, au fil des déplacements, enregistre tout ce qu'il peut capter sur une fréquence très spécifique qui est utilisée. Et ainsi, quand la fréquence est captée, c'est qu'il y a une fuite dans le réseau. Et c'est là où notre système s'enclenche. Et là, on a l'information sur la position, l'intensité, et c'est envoyé dans nos bases de données. Et comme ça, on peut constamment communiquer avec les compagnies pour qu'ils puissent envoyer des gens de réparation. Donc, constamment, on a une information à jour. Ce qu'on utilise en télédétection, c'est le spectre lumineux. Donc, l'œil humain, ce qu'il voit, hein, c'est juste une petite partie du spectre. Et cette partie-là va couvrir des longueurs d'onde du bleu jusqu'à la longueur d'onde du rouge. Qu'est-ce qu'on fait en télédétection? C'est qu'on met à bord des capteurs, à bord des satellites, des capteurs, des senseurs, qui, eux autres, vont regarder une certaine partie, une certaine portion d'une longueur d'onde qui va du visible jusqu'à aller que dans le proche infrarouge et le SWIR, le NIR au sol. Parce que, par exemple, lorsqu'une plante a beaucoup de chlorophylle, la chlorophylle a une incidence très, très prononcée dans le proche infrarouge, alors que dans la longueur d'onde du bleu ou du vert, ne va pas nécessairement avoir une très grande réaction. Ce qui fait qu'en observant ça, on peut savoir si une plante va avoir plus ou moins de chlorophylle et ainsi identifier des différences, que ce soit, bon, côté, il peut y avoir des maladies dans une plantation ou le manque d'eau, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir analyser l'élément un peu plus en détail. On peut faire ça dans une multitude d'éléments. Donc, on va combiner comme ça certaines longueurs d'onde
dans des composés colorés et ainsi pouvoir nous permettre d'analyser un peu mieux ce qu'on voit sur le sol et avoir une meilleure compréhension de notre environnement. Les types de capteurs, on a deux types de capteurs. Capteurs optiques, qui sont des capteurs passifs, donc qui utilisent la lumière transmise par le soleil pour pouvoir enregistrer de l'information. Donc, c'est des capteurs qui vont avoir, s'il n'y a pas de soleil, bon, ça c'est pas utile. S'il y a des présents de nuages, ça va être affecté. Même les voiles nuageux vont affecter le signal parce que ça va un peu réduire le niveau de signal qu'on va recevoir. Deuxième type de capteur, c'est des capteurs qui sont actifs, donc qui ont un système qui va transmettre une longueur d'onde vers le sol et qui va capter, il va recevoir après ça ce qui est le retour du signal. Donc, on appelle ça des capteurs radars, donc qui génèrent sa propre longueur d'onde qui transmet vers le sol. Et ça peut acquérir jour comme nuit, ça n'a aucune incidence, donc parce qu'il a sa propre source d'illumination. Et aussi, ça peu ou pas d'incidence par rapport à la condition atmosphérique. Même à travers les nuages, ça peut recevoir de l'information. Et c'est-à-dire transmettre et recevoir le signal, peu importe les conditions atmosphériques. Image optique, qu'est-ce qu'on reçoit quand on reçoit une image optique? Souvent, bon, comme je mentionnais, c'est différentes bandes. Les satellites peuvent avoir une seule bande ou en avoir plusieurs. Donc, c'est qu'une bande va regarder dans un spectre spécifique, une longueur d'onde spécifique, ou va en avoir plusieurs bandes. On va recevoir, par exemple, pour une image, on va recevoir 10 fichiers, mais les fichiers, c'est une image qui, elle, correspond à une longueur d'onde très, très spécifique. Et là, on va pouvoir manipuler cette information-là. On appelle généralement, on a une bande panchromatique qui est généralement la bande la plus précise, avec la meilleure résolution. Donc, c'est une bande qui couvre un plus large spectre. Normalement, elle va couvrir 3 à 4 bandes. Mettons, si on a des bandes multispectrales, ils vont couvrir, mettons, du bleu jusqu'au proche infrarouge. Ils vont regarder tout ce spectre-là pour faire une seule image, tandis que les autres, les bandes qu'on va séparer, multispectrales qu'on appelle, la suivante, multispectrale, celle-là va regarder une fréquence beaucoup plus étroite. Donc, on va regarder le rouge, le bleu, le vert, le rouge, le proche infrarouge, ainsi de suite. Et avec une résolution, la résolution spatiale va être moins fine que celle de la bande panchromatique. Donc, ce qu'on appelle, après ça, ce qu'on peut faire, lorsqu'on a ces informations-là, on va faire des produits Pan-Chart qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va fusionner l'image, prendre l'information de la résolution spatiale de la bande panchromatique, on va la fusionner dans les images, dans les bandes spectrales, les multispectrales, et ainsi obtenir une image avec une meilleure résolution spectrale et une meilleure résolution spatiale. Dans les définitions, résolution de l'image, qu'est-ce que la résolution de l'image? Souvent, les gens confondent résolution avec précision, mais la résolution, c'est le pixel, c'est ce que représente, c'est la superficie au sol couverte par le pixel, ce qui est le plus petit constituant d'une image. Donc, si on parle de 50 cm, ce n'est pas la précision de l'image, c'est vraiment que ce que je reçois quand je regarde un seul pixel, ça représente ce qu'il y a au sol, ce qui est couvert par 50 cm au sol. Si on parle de, là on voit ici un exemple de résolution à 50 cm, avant ça c'est à 5 mètres, 50 cm. Précision de l'image, c'est la qualité d'une image ou d'un élément qui exprime le degré d'erreur du résultat lorsqu'on répète plusieurs fois une mesure. Donc si je regarde mon image et je pointe 10 fois le même élément, l'erreur que j'obtiens, la différence de position que j'obtiens à toutes les fois que je pointe l'élément, parce que je regarde sur mon image, c'est ça qu'on appelle la précision. Tandis que l'exactitude de l'image, elle, c'est la qualité d'une mesure ou position par rapport à la valeur réelle. Donc, je peux être très, très précis dans mon pointé, mais si mon image est complètement déphasée par rapport à la réalité, je n'aurai pas une image avec une bonne exactitude. Donc, c'est là certaines précisions, définitions qu'on voulait apporter ici pour bien se comprendre. L'orthorectification, c'est... Pardon? On le revoit plus loin. On le revoit plus loin, donc je vais le passer pour... Mais c'est le processus pour corriger l'image. Quand on reçoit une image, elle est déformée. C'est par la nature du signal qu'on reçoit. Elle est déformée par rapport à la courbure de la Terre. Et là, on reçoit une image qui est positionnée, une information qui est déphasée sur l'image. Donc, on doit apporter une correction à ça en utilisant un modèle de terrain.
pour pouvoir recorriger et ramener l'image à une bonne position. On peut aussi rajouter à ça, si on a des éléments de référence au sol, donc des points de contrôle pour ramener aussi une position, une exactitude là, dans notre image finale. Description des capteurs optiques et radars en fonction. Je vais laisser la parole à Jean, qui va passer avec la suite. Bonjour. Alors, on va passer en revue les différents capteurs qui sont actuellement en orbite et ceux qui sont à venir prochainement. Dans la présentation, il y a toutes les spécifications, il y a les principales spécifications des capteurs. Je vais surtout pointer les principaux éléments et aussi peut-être donner un petit commentaire pour chacun des capteurs, l'avantage de ce capteur-là, par exemple, par rapport à un autre. Alors, on va commencer avec Worldview 3. Worldview 3, c'est le dernier né de la famille de Digital Globe. Un des gros... il y a deux gros avantages avec Worldview 3. Le premier, c'est la résolution qui est en panchromatique à 31 cm et qui va générer des produits qui vont être offerts en 50 cm, 40 cm et à partir de 2015 en 30 cm. Faut comprendre qu'à venir jusqu'il y a à peu près 2 mois, la meilleure résolution qu'on pouvait obtenir sur une image commerciale était de 50 cm. Et là, Digital Globe a eu l'approbation du gouvernement américain de produire de l'imagerie avec une meilleure résolution. Donc, pour certains projets où l'imagerie 50 cm est peut-être un petit peu juste pour la reconnaissance des objets, l'apparition du 40 cm et du 30 cm va permettre l'utilisation de l'imagerie satellitaire sur des applications qui, avant, étaient possiblement réservées à la photographie aérienne à cause de la résolution. L'autre élément de Worldview 3 qui est important à mentionner, c'est le fait que normalement, les satellites haute résolution ont 4 bandes, soit la bande panchro et les bandes multispectrales rouge, vert et bleu, plus moyenne infrarouge. Dans le cas de Worldview 3, il y a 16 différentes bandes spectrales qui sont offertes et ces 16 bandes-là vont permettre d'aller discriminer des éléments, notamment dans le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la géologie. Alors, c'en est pour Worldview 3. GeoEye 1 est un satellite qui anciennement appartenait à GeoEye, mais avec la fusion en fait, Digital Globe a acquéri GeoEye. C'est un excellent satellite à 50 cm de résolution. Comparable avec Worldview 2, qui est aussi 50 cm. La seule chose avec Worldview 2, c'est que déjà Digital Globe était dans une lancée de produire plus d'informations dans les images. Et Worldview 2, au lieu d'avoir 4 bandes, avait 8 bandes multispectrales plus la bande panchro, donc permettait déjà de différencier certains éléments, notamment une bande bleue, c'est Blue Coastal Blue, ça s'appelle, excusez-moi. Et ça permet éventuellement d'analyser des éléments qui sont à une profondeur réduite. On ne parle pas de plusieurs mètres, on parle de 2 mètres pour discriminer certains éléments plus facilement grâce à cette bande-là. Et il y a d'autres bandes aussi, entre autres la bande Yellow, excusez, j'ai comme... Red, et la bande Red Edge. Merci Mathieu, qui, elle, permet de faire beaucoup plus de discrimination sur les éléments, notamment au niveau de la végétation. Le satellite Worldview 1 est un satellite qui est aussi en 50 cm. La spécification, c'est que c'est uniquement une bande panchromatique. On l'utilise beaucoup aussi parce que, tout comme GeoEye 1, Worldview 2 et Worldview 3, a des capacités stéréo. Et c'est un satellite qui, étant donné qu'il n'y a pas de bande spectrale, est un petit peu plus disponible pour de la nouvelle acquisition et fait en sorte que, par exemple, si vous avez un projet où est-ce que vous devez extraire de l'information stéréo, c'est un choix qui est intéressant. Pléiade 1A, 1B, qui est capté originalement à 0,7 m, mais qui est livré à 50 cm. Des capacités stéréo, notamment la capacité de faire du tri stéréo, ce qui est la seule constellation de satellites qui fait du tri stéréo, qui offre du tri stéréo.
Au niveau de Pléiades, les éléments qui sont intéressants, il y en a plusieurs, entre autres la disponibilité du satellite. Contrairement à Digital Globe qui ont des contrats avec le gouvernement américain, le satellite Pléiades a 90 de disponibilité pour de l'acquisition au niveau commercial. Donc, ça rend le satellite beaucoup plus disponible. Aussi, l'agilité du satellite qui fait en sorte que si vous avez plusieurs aires d'intérêt, le satellite peut pivoter puis a une certaine agilité qui permet de capter plusieurs zones rapprochées, mais pas collées ensemble, ce qui est vraiment intéressant. Et je dirais finalement aussi qu'un des autres avantages de cette constellation-là est les conditions et le prix qui, pour l'imagerie 50 cm, sont probablement pas probablement, mais assurément, les meilleures conditions au niveau de prix, au niveau de la largeur minimum exigée. Il y a tout un paquet de conditions qui viennent avec l'achat d'imagerie satellitaire et les conditions dans le cas de Pléiades sont vraiment ce qu'il y a de mieux pour de l'imagerie 50 cm. QuickBird 2 était le deuxième satellite haute résolution lancé après Iconos. Sa résolution est à 65 cm. Anciennement, elle était à 60 cm, mais le satellite a été rapproché de la Terre dernièrement pour pouvoir mieux s'intégrer dans la constellation des satellites de Digital Globe, soit les satellites WorldView et GeoEye. C'est aussi le satellite qui est utilisé par Digital Globe pour faire de l'acquisition en mesure d'urgence. Dans le cas d'Iconos, c'est un satellite, le premier satellite commercial lancé avec haute résolution. Il a été lancé en 1999. À ce moment-là, c'était vraiment un gros événement. C'était un gros happening. Aujourd'hui, ce satellite-là est encore utilisé, mais compte tenu qu'il y a des résolutions qui sont plus fines en haute résolution et qu'il y a un grand nombre de satellites, les utilisations sont moindres, mais ça reste quand même un très bon satellite pour obtenir de l'imagerie avec résolution de 1 mètre. Et ça reste aussi un satellite intéressant à utiliser dans le cas d'acquisition stéréo. Spot 6 et Spot 7 sont lancés dernièrement, depuis 2013 et le dernier en 2014. C'est un satellite qui a une résolution de 1,5 m en pancro. C'est des satellites, en fait, il y en a 2. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que par rapport aux satellites Pléiades, les satellites sont positionnés, Spot 6 et Spot 7 sont à 180 degrés un de l'autre. Et la constellation Pléiades à 180 degrés, mais à 90 degrés d'écart avec les deux constellations Pléiades et Spot. L'intérêt est de s'assurer qu'il y ait la possibilité de capter le plus possible, d'avoir le plus possible accès à tous les endroits sur la Terre pour pouvoir répondre rapidement à une demande. Donc, dans des mesures d'urgence, la constellation Pléiades va répondre rapidement, mais l'ensemble des deux constellations encore plus. C'est aussi un satellite qui offre des capacités stéréo qui peuvent rendre l'attrait intéressant. On a aussi gardé ALOS, qui est un satellite japonais. On a une entente commerciale avec une compagnie japonaise pour distribuer cette image-là. Le satellite n'est plus en orbite, mais on l'a gardé parce que c'est avec une résolution de 2,5 mètres et qui offre du stéréo et du tri-stéréo, est un satellite qui est très intéressant pour faire extraire des élévations à partir de coupes stéréo. Et c'est vraiment bien quand les aires d'intérêt sont grandes. Une aire d'intérêt en stéréo pour un satellite haute résolution 50 cm sur une superficie de plus de 1000 km², c'est énorme, là, tant au niveau des coûts qu'au niveau du travail à faire. Pour certaines personnes, c'est un bon compromis d'utiliser ALOS pour pouvoir générer un modèle numérique de terrain qui va être à mi-chemin, je dirais, entre le modèle qui va être issu d'un satellite haute résolution et le STRM qui, lui, est gratuit. Donc, les gens, le STRM, c'est pas assez, l'autre, c'est peut-être trop, fait que ça, c'est un excellent compromis. SRTM, excusez-moi. RapidEye, une constellation de 5 satellites, 5 mètres. Il y a deux éléments vraiment intéressants. Il n'y a pas de bande pancro dans le satellite RapidEye. Il y a 5 bandes multispectrales. Et les deux éléments intéressants, c'est la constellation de 5 satellites qui permet de faire l'acquisition très rapidement de grandes zones.
À titre d'exemple, on a produit une mosaïque du Québec au complet à l'intérieur de 4 ans, si je ne me trompe pas. Donc, la capacité le Québec, c'est 1 700 000 km². On a été capable de faire un projet grâce au fait qu'il y avait 5 satellites puis qui captaient continuellement au-dessus du Québec. L'autre élément intéressant avec RapidEye, c'est la bande Red Edge, dont on a déjà discuté tout à l'heure, qui permet de discriminer des éléments là, au niveau de la végétation. Puis là, on va passer vite, mais Spot4 est l'ancienne génération de satellites. Un des aspects, en fait, il y a beaucoup de données gratuites sur le web pour l'imagerie Spot4. Et la résolution étant 10 mètres en pancro et 20 mètres en multispectral. Spot5, lui, a 5 mètres en pancro, mais un produit qui est rééchantillonné à 2,5 mètres. Et ces deux satellites-là, une des choses qui est importante à mentionner, c'est qu'il n'y a pas de bande bleue. Donc, pour les couleurs naturelles, c'est un procédé qui est un petit peu plus difficile pour obtenir le résultat. Contrairement à Spot 6 et Spot 7, là où ils ont rajouté la bande bleue. Et Landsat 8 a été lancé plus récemment. Et c'est, à toute fin pratique, presque les mêmes bandes que Landsat 7. Une des choses intéressantes, c'est dans le bleu, pour des études côtières et des aérosols, la bande Cirrus qui permet de détecter les nuages élevés. Et il y a 2 bandes dans l'infrarouge thermique, ce qui n'est pas courant sur certains autres satellites. Demos 1 est un satellite qui a une résolution de 22 mètres. C'est intéressant pour capter en une image une très grosse zone. Sa fauchée est de 600 km. Par contre, si on a une fauchée de 600 km, on peut comprendre que le pixel à l'extrême versus le pixel qui est plus proche du satellite, il y a quand même une déformation. Mais pour des grandes zones, c'est utilisé notamment dans des applications en agriculture aux États-Unis. Le satellite Landsat 7, qui, elle, a une bande pancro de 15 mètres et les bandes multispectrales les mêmes que Landsat 8. Et pour les satellites radar, là, on tombe dans le radar, il y a TerraSAR-X, Tandem-X et PAS qui ont plusieurs modes qui font une polarisation simple ou double selon le mode. C'est des satellites qu'on peut utiliser pour des capacités interférométriques où il y a une série d'images qui est captée sur la même zone d'intérêt. Et les domaines d'application sont nombreux. Et prochainement, le satellite PAS, ou qui a été déjà lancé, je crois, il va être lancé prochainement. Lui, il a été surtout créé pour la défense, mais il va pouvoir, dans certaines résolutions fines, répondre à certaines applications civiles pour haute résolution. Le satellite RadarSat 2, qui est un satellite canadien, qui fait partie de la constellation RadarSat. Il y en a un troisième qui est à être lancé bientôt, je crois en 2018, si je ne me trompe pas, on va le voir plus loin. Et a aussi des capacités interférométriques, une polarisation simple, double ou quadruple, et qui est utilisé beaucoup dans le suivi des glaces, l'analyse des risques de sismologique, l'étendue d'inondation, prévention de désastres environnementaux et cartographie agricole. Tu as juste mentionné pour l'interférométrie, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une technique qui permet avec l'onde radar, l'image radar, de la décomposer et de faire le suivi du mouvement du sol afin d'avoir des précisions du déplacement d'un élément à des précisions aller jusqu'au millimètre. Donc, cette technique va permettre, on va devoir avoir peut-être une série une trentaine d'images sur un même secteur qui a été acquis dans les mêmes conditions, donc à la même position de satellite. Et quand on compare chacune des images entre elles et qu'on fait cette analyse-là, on est capable de distinguer des mouvements, par exemple, d'une infrastructure ou du sol, puis c'est des mouvements là, très, très, très fins. Là, on parle du millimètre là, près. Là. Puis c'est des satellites là, qui orbitent à 700 km d'altitude. Cosmos SkyMed, qui est aussi un satellite radar, qui lui offre plusieurs modes, polarisation simple, double selon le mode, peut également faire de l'interférométrie
Et les applications sont surtout en défense, sécurité, analyse des risques sismologiques, prévention des désastres environnementaux et cartographie agricole. Les missions à venir, c'est les prochains satellites à venir. GeoEye 2 devait être lancé originalement en 2014, mais avec la fusion de Digital Globe et de GeoEye, le satellite est resté sur Terre pour le moment en attendant de le positionner stratégiquement dans la constellation de Digital Globe. Apparemment, qui serait lancé possiblement en 2015. Si vous voulez l'acheter, il est disponible aussi. Oui, c'est ça, il est parqué dans le garage. C'est un satellite qui va dans la même lignée que GeoEye 1, avec l'élément intéressant, c'est sa résolution à l'acquisition est de 34 cm, donc va dans le même sens que la stratégie de Digital Globe d'offrir une résolution encore meilleure que ce qu'il y a sur le marché actuellement. Ça fauchait de 14,5 km au nadir. Et ça me rappelle que quand on a parlé de Pléiades, on a donné des éléments intéressants, mais j'ai oublié de mentionner que Pléiades, c'est celui qui a la meilleure fauchée. 20 km. Les autres sont 18, 16, 14. Une fauchée de 20 km permet de capter des zones, par exemple, en corridor est-ouest, malgré que le satellite a une agilité pour le faire, mais sur des grandes zones, il ramasse 4 km de plus à chaque collection d'une image. Donc, à ce moment-là, ça permet de ramasser plus d'informations, donc de collecter plus rapidement. Je peux me permettre une dernière différence, c'est que généralement, ces satellites-là, l'information est emmagasinée sur entre 8 et 11 bits généralement. Celui de Pléiades lui, enregistre sur du 12 bits, ce qui fait que la résolution spectrale, donc le nombre la différence d'informations qu'on va obtenir va être plus grande du côté de Pléiades. Pas énorme, parce que bon, les nouveaux satellites sont plutôt sur du 10 bits, 11 bits. Celui-là va jusqu'à 12, donc on peut discriminer un peu plus les éléments avec les images Pléiades qu'avec les autres satellites. Les capteurs Sentinel 2A et 2B ont un lancement prévu incessamment. On parle d'une résolution de 10 à 60 mètres, 13 bandes spectrales, une fauchée de 290 km. Et un des attraits, c'est l'Agence spatiale européenne va rendre les données disponibles gratuitement. Donc, pour certains projets, je suis certain que ça va être intéressant. Tout comme Landsat, ces satellites-là, bon, ils font de l'acquisition, c'est de l'acquisition programmée par ceux qui opèrent les satellites. Donc, on ne peut pas les appeler et dire « moi, j'ai un secteur d'intérêt, je voudrais avoir une image, donc programmer satellite ». C'est des programmes nationaux qui sont mis en place, comme Landsat. Et ils font l'acquisition de la donnée, ils mettent à la disposition les images qui sont là. On ne peut pas programmer ces satellites-là. Mais les archives des données, les archives des satellites là, sont immenses, puis là, ça permet d'avoir de l'information sans frais. Cartosat, tu penses? Oui, c'est ça. Oui, le lancement de Cartosat 3 est prévu en 2017. Il y aurait une résolution de 25 cm, ce qui est mieux que ce qui est actuellement en orbite. Un mode mono-stéréo et une fauchée de 16 km. Dans le cas de lancement de satellite, comme ce satellite-là, va falloir voir si le lancement va être retardé, si les spécifications vont être modifiées, mais c'est un satellite qui, normalement, devrait voir le jour d'ici 2017. Dans la famille Cartosat, bon, c'est le troisième, celui-là, la problématique de ces satellites-là, c'est l'accessibilité à la donnée comme telle. C'est le gouvernement indien qui opère, qui lance et qui a fait qui ont construit ces satellites-là. C'est pas évident d'avoir accès à la donnée. Donc, le faire programmer, même la donnée en archive, la recevoir, c'est problématique. On ne comprend pas trop leur... c'est pour l'intérêt national et pour le commercial, ils font affaire avec certains partenaires, mais très peu. Les Américains, comme Digital Globe, faisaient affaire avant ça avec Cartosat, mais ils ont laissé tomber la collaboration parce que l'accessibilité à la donnée était pratiquement impossible, mais c'est des satellites qui sont... il y en a plusieurs comme ça. Là. Les Chinois en ont beaucoup. Chaque pays, maintenant, lance beaucoup de satellites. Mais c'est l'accessibilité à la donnée commercialement. Comment on fait pour l'acquérir? C'est ça qui est problématique dans ces cas-là.
Une des choses qui est problématique aussi pour mettre un satellite en orbite, c'est qu'il y a les coûts de construction du satellite, mais il y a aussi les coûts de lancement du satellite. C'est très cher lancer un satellite dans l'espace, ce qui fait qu'il y a des nouvelles générations de satellites qui sont des microsats, qu'ils appellent, qui ont une grandeur largement moins grande que les satellites commerciaux comme WorldView et GeoEye, et qui de plus en plus font leur apparition sur le marché. J'ai retenu 2 exemples. Le premier, SkySat, qui est une constellation prévue de 24 satellites. Il y en a actuellement un seul en orbite. La résolution est 1 mètre en pancro et les 4 bandes spectrales traditionnelles. Et un des points, selon l'entreprise, qui est un point majeur, c'est la capacité de faire du vidéo. Ça ne fait pas en sorte qu'on peut envoyer le satellite à un temps et à un moment donné sur un endroit spécifique pour faire une vidéo. Le satellite le fait lorsqu'il passe sur son orbite. Donc, les applications vidéo vont peut-être être développées avec le temps. Pour le moment, ça fait juste commencer. Mais c'est une constellation qui est en préparation depuis 3-4 ans déjà. Et le premier satellite a été lancé offrant des images. Ça devrait s'accentuer, le lancement de satellite, parce qu'ils viennent d'être achetés il y a à peu près un mois par Google. Donc, arrivée massive d'argent, donc ils vont se mettre à lancer les satellites. La problématique de ces satellites-là, c'est que, vu que c'est de la miniaturisation énorme de toutes les composantes électroniques, la qualité spectrale des images est encore à travailler. Ils n'atteignent pas encore la qualité des satellites, les plus gros satellites. Mais sur SkySat, il y a une meilleure capacité, mais les autres, on va voir, suivant, c'est des tout petits satellites qui sont lancés. Ça prend 6 mois de décider d'un satellite, le produire et le lancer. Alors que les satellites qu'on parle depuis tantôt, bien, ça prend des années de conception, de réalisation et de lancement. Donc là, c'est la qualité radiométrique là, qui reste encore à travailler, mais c'est sûr, comme le reste, ça va arriver un jour, puis l'accessibilité à ça va exploser là, dans le futur. Donc, l'autre exemple qui a été retenu, c'est les satellites Dove 1, 2, 3 et 4 qui ont déjà été lancés. La constellation prévue est de 28 satellites et la résolution varie de 3 à 5 mètres. Et on a eu ce que Mathieu disait, je me l'étais un peu réservé pour ce satellite-là, on a eu des exemples qui ont été donnés d'imagerie satellitaire et effectivement, la qualité n'était pas encore celle qu'on aurait espéré avoir. Et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, ces satellites-là peuvent être intéressants, mais n'offrent pas la qualité qu'on rechercherait. Donc, c'est plus un projet qu'on qualifierait de futur. Et le satellite RadarSat 3 qui va être prochainement lancé, qui va être appelé à faire partie de la constellation RadarSat et qui va agir en tandem avec RadarSat 2. Et son lancement, tel qu'on le disait tout à l'heure, est prévu en 2018 ou possiblement un petit peu après. On n'a pas encore tous les détails sur les spécifications du satellite, incluant la résolution. Alors, pour poursuivre, je vais laisser la parole à Mathieu, qui, lui, va y aller avec la description de l'application et les méthodes de production. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, l'accès à l'image satellite ne va pas diminuer avec le temps, ça va s'accentuer et ça va même, comme mentionné, ça va exploser parce que plus construire un satellite, plus le mettre en orbite et l'utiliser, les coûts diminuent, le temps de mise en orbite diminue aussi. Ce qui fait qu'on va en avoir, là, dans un proche avenir, on va en avoir énormément et ça va nous permettre de produire l'information de plus en plus. Donc, je l'ai mentionné tantôt, l'orthorectification est nécessaire quand on reçoit une image parce que sans orthorectification, l'image est déformée. La position qu'on a de l'image. Au départ, je reçois une image et j'ai quand même de l'information sur sa position dans l'espace. Donc, je suis capable d'utiliser les paramètres qui nous sont fournis avec l'imagerie pour la positionner avec une certaine exactitude qui tourne autour de 3 à 4 mètres, dépendamment des satellites. Les plus précis, ça va être 3 à 4 mètres, puis ça peut aller jusqu'à 20-30 mètres, dépendamment de l'âge du satellite. Mais je suis capable, sans autre information, d'avoir déjà une bonne précision en utilisant, bien sûr, un modèle de terrain pour
corriger les déformations du haut relief. Donc, j'ai déjà une exactitude de mon image qui tourne autour de 3 à 4. Ça peut aller jusqu'à 3-4 mètres. Bien sûr, si j'inclus là-dedans, si j'incorpore un point de contrôle, donc j'ai une information sur le territoire, je peux positionner précisément un élément, j'applique cette précision-là à mon image et là, je vais avoir la même précision ou à peu près. Donc, je peux aller chercher une information jusqu'à 50 cm d'exactitude avec cette image-là. Donc, sur l'exemple d'autorétification, meilleure précision, possibilité d'effectuer des mesures plus précises, meilleure superposition avec différentes couches d'informations. Création de composés colorés, comme je mentionné tantôt, les images, ça nous arrive, il y a plusieurs bandes spectrales dans une même, quand on reçoit une image. Donc, c'est possible de faire différents composés colorés, dépendamment de ce qu'on veut faire ressortir. Pour la vraie couleur, on va généralement on va assembler les 3 bandes du visible, donc du rouge, du vert et du bleu, qui va me permettre d'avoir ce que l'œil humain est habitué de voir. Donc, les mêmes couleurs, la forêt va être représentée en vert, et ainsi de suite. Mais par contre, ça m'amène moins d'informations, il y a différentes informations qu'on ne verra pas nécessairement très bien. Si je veux observer plus de différences ou discriminer un peu plus d'informations dans la végétation, par exemple, et là, je vais plutôt utiliser le proche infrarouge avec la bande rouge et la bande verte. Et comme ça, je vais avoir ce qu'on appelle une fausse couleur, donc ça va être plutôt teinté en rouge. Mais l'œil humain a une meilleure discrimination de cette couleur-là, ce qui me permet de voir plus de différences et d'interpréter mieux mon image par rapport à l'information que je vais obtenir. Fait qu'on va vraiment sélectionner des bandes spécifiques à l'élément qu'on veut observer. Si je m'en vais du côté des terres humides, bien, je vais aller plutôt dans le moyen infrarouge. Si je m'en vais plutôt dans l'agriculture, je vais aller, si par exemple, le satellite Rapid Eye, il y a une bande Red Edge, bien, c'est là où la chlorophylle va le plus avoir une réaction à mon image, à la fréquence qu'on utilise dans cette portion-là de la bande spectrale. Bien, c'est celle-là que je vais intégrer dans mon composé qui va me donner une meilleure discrimination. Rehaussement, correction radiométrique, bon, mais ça, sur chaque image, bon, dépendamment des conditions atmosphériques lors de l'acquisition, bien, on peut avoir certains problèmes à obtenir notre information. Donc, ce qu'on arrive, on obtient des images il n'y a pas beaucoup de nuances ou les nuages sont très présents. On va combiner le meilleur de plusieurs images, rehausser, étaler l'histogramme, la travailler pour faire ressortir le plus d'informations possible, ce qu'on va obtenir à la fin. Ce n'est pas l'image de la qualité la plus, si on peut s'attendre, le mieux, mais c'est quand même de l'information qu'on va aller chercher. Il y a des endroits dans le monde où c'est pratiquement impossible d'avoir des images sans nuages parce que les nuages sont présents constamment. Surtout que, ce qu'il faut savoir, les satellites optiques vont toujours passer, c'est une orbite qui tourne tout le temps, puis la planète qui tourne dans ce sens-là. À toutes les fois que le satellite arrive du côté éclairé de la Terre, il est toujours au nord environ 10 heures le matin et quand ça arrive au sud, il est environ 10h30. Ça prend à peu près une demi-heure pour faire une demi-orbite. Ce qui fait que toutes les images acquises vont être autour de 10h et 10h30, bon, dépendamment là, de leur avancée ou pas, mais c'est toujours à la même période. Ce qui fait que si on prend par exemple en Afrique, dans le secteur d'Abidjan, bien, à 10h, il y a toujours c'est toujours nuageux. Le soleil se lève et va faire disparaître ça. Donc, l'après-midi, c'est toujours ensoleillé, mais pas le matin. Ce qui est extrêmement difficile d'avoir des images sans nuages, ce qui fait qu'on est obligé de travailler avec ce qu'on a et d'obtenir des résultats de cette façon-là. Des mosaïques, bon, ben, c'est la capacité d'assembler une multitude d'images ensemble. La difficulté là-dedans, c'est que les images ne sont pas nécessairement acquises à la même période, à la même saison, ce qui fait qu'un élément qui apparaît vert dans une forêt feuillue, bien, quand il n'y a pas de feuilles, on n'a pas la même couleur. Ce qui fait que quand on va faire une mosaïque de ça, si on ne fait pas du balancement, du rehaussement pour bien arrimer les mêmes éléments avec la même couleur, bon, on obtient ce qu'on appelle nous une pizza, c'est-à-dire que c'est complètement, là, on voit toute, chaque image est très apparente dans la mosaïque. Ici, pour composer le Québec au complet, ce qu'on a fait pour le gouvernement du Québec, ça a pris 4 ans pour faire l'acquisition de l'ensemble du secteur.
bien, il y a peut-être 500 images là-dedans qu'on a dû balancer comme ça et intégrer et découper pour les parties nuageuses, intégrer d'autres différentes images, différentes périodes pour obtenir enfin une image qui a une apparence, la couleur est homogène d'un bout à l'autre. Modélisation 3D avec le satellite, les satellites qui font de l'acquisition en stéréo, c'est possible d'extraire de l'information en 3D. Donc, dépendamment des capteurs qu'on va utiliser et de la résolution spatiale de ces images-là, on va obtenir de l'information plus ou moins précise. Si on parle des images à 50 cm, bien, la précision XY, c'est environ de 50 cm, c'est à peu près la même que la résolution. Puis la précision en Z, bien, on va perdre un peu, on va aller sur un pointé spécifique unique, je vais atteindre à peu près 75 cm. Mais si je produis de l'information globale pour un territoire donné, mon information généralement va avoir tourné autour d'1 mètre de résolution. Ce qui va me permettre de faire, puisque j'ai 1 mètre de précision, je vais faire un posting d'environ 2,5 mètres de mon MNT, de mon modèle de terrain. Et avec des intervalles, ce qui me permet de produire des intervalles, des lignes, des courbes de niveau à peu près entre 1 et 2 mètres, dépendamment de la demande du client. On voit ici des exemples pour Spot 6 et pour ALOS, donc on voit là, à quelle échelle de travail on peut parvenir avec ces éléments-là, avec ce genre de capteurs-là. Simulation visuelle, donc on est possible d'extraire de l'information en 3D, produire ici, là, on a produit pour le gouvernement du Québec là, un village nordique. Là, on a extrudé des bâtiments, puis on a produit un modèle virtuel. Ici, c'est la simulation du couvert nival pour les simulateurs de vol. On a fait l'acquisition d'images d'été. Eux, ce qu'ils veulent avoir, parce qu'ils doivent reproduire toutes les conditions possibles pour le pilote. Donc, on va simuler ici la couverture de neige là, au sol là, sur la même image. On n'a pas fait l'acquisition d'images d'hiver pour reproduire ça. Classification automatisée, orientée objet, c'est une classification particulière. Normalement, depuis le début de la télédétection, ce qu'on fait pour faire de la classification, c'est qu'on va déterminer pour un élément spécifique, par exemple, une forêt de conifères. On va dire la forêt de conifères, elle, va avoir une valeur spectrale de temps. On va dire, bon, ben, mettons, la valeur 850, ça s'est attribué pour la forêt de conifères. Toutefois, quand la nature n'est jamais homogène, on ne peut pas, par exemple, classifier une terre humide de cette façon-là parce que ma terre humide n'est pas composée que d'un seul élément. À ce moment-là, je ne peux pas déterminer une valeur de pixels pour dire quand tu retrouves dans l'image telle valeur, c'est une terre humide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt classifier par objet. Par objet, on va définir à ce moment-là pour dire que quand on retrouve, par exemple, on retrouve 50 de valeur de tel type de végétation avec 25 de valeur d'eau et de tel autre. Et mettons, on va intégrer un MNT avec ça, on va dire si on se situe dans un bas fond, cette définition-là, c'est l'objet qu'on va appeler une terre humide. Si je fais la même chose pour un parc, mais il y a du gazon, il y a des arbres, il y a des chemins. Donc, on va déterminer comme ça un objet pour dire, quand tu rencontres cet ensemble-là dans ton image, ça va s'appeler un parc. Ça va s'appeler une terre humide. Donc, on va définir comme ça une classification par objet qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Là, on a un exemple dans une savane où là, la savane, c'est une question de densité de végétation. Tu as de la savane herbeuse, arbustive, arborée. Bien, il n'y a pas grande différence. Puis par pixel, je ne serais pas capable de déterminer ça. Mais quand j'arrive par classification par objet, bien, lui, le logiciel est capable de repérer ces objets-là et de faire sortir l'information. Mentionner les terres humides, mais on est capable de les faire ressortir là, avec cette même classification-là. Et là, on voit des exemples en haut là, en couleur réelle. Et du côté, à votre gauche, c'est en couleur réelle, et à votre droite, en couleur fausse couleur. Donc, on va avoir une meilleure discrimination des éléments parce que dans le proche infrarouge, on est capable de mieux percevoir ça. Cartographie 3D, évidemment, qu'on peut produire toutes sortes de formations. Cartographie thématique, par la classification, différents types de capteurs, différents types de résolution, on va être capable de faire ressortir des éléments. Ici, c'est un exemple d'un parc dans le nord du Québec. On a produit l'information sur les unités écologiques. On peut faire ça pour la géomorphologie, on peut faire ça pour les forestiers, ils font des cartes éco-forestières de cette façon-là.
on va faire une classification des images pour produire notre information. Détection de changement, ça ici c'est un exemple d'image radar. On a parlé un petit peu tantôt d'image radar. On utilise peu le radar parce que c'est une information qui n'est pas nécessairement, qui est très facile à extraire parce que c'est pas comme on est habitué de voir puisque c'est pas nécessairement, c'est pas le spectre du visible et du fusé, mais c'est une onde qui est très très longue, qui réagit pas de la même façon à ce qu'on a au sol. Ça, le radar, ce qui va être influencé, ce signal-là, c'est la rugosité qu'on a au sol et l'humidité qu'on a au sol. Donc, dépendamment si un élément est très, très rugueux, si j'ai deux éléments complètement différents mais qui ont la même rugosité, pour moi, dans le radar, on va avoir la même apparence. Ce qui va changer dans le temps, c'est son évolution de cet élément-là. Si je prends, par exemple, une plantation, un champ de maïs, et au côté une forêt, ma rugosité ne changera pratiquement pas dans le temps, alors que mon maïs, lui, dans le temps, va évoluer. Et si je prends plusieurs images du même secteur, ce que je vais voir, si je les combine ensemble, c'est l'évolution d'un des éléments par rapport à l'autre. Donc, ma forêt ne bougera pas. Je vais toujours avoir la même information, donc ma couleur va rester la même. Mais si mon élément qui est au côté, lui, change, la rugosité change, là, je vais avoir une différente information. Ce que je vais observer, c'est des différences, des changements dans ma résultante qui vont me permettre de discriminer certains éléments, mais pas de les reconnaître nécessairement. Ici, détection de changement, on utilise ça beaucoup lors des inondations, par exemple. Rappelez-vous, le radar, ça passe à travers les couverts nuageux, donc peu importe si j'ai un couvert, je vais pouvoir, tout de suite après une forte période de pluie, je vais pouvoir faire l'acquisition immédiatement et voir qu'est-ce qu'on a au sol. Le radar réagit beaucoup à l'humidité. Si j'ai une surface qui est couverte d'eau, je n'aurai pas de retour au signal, au capteur, ce qui fait que ça va apparaître noir. Fait que si je combine des images avant mon événement de pluie avec une image tout de suite après l'inondation, si je combine ces trois images-là, là, j'ai de la rugosité, troisième image après, j'ai plus rien. Fait que quand je combine, ce que je vois en rouge, c'est ça, c'est qu'il y a un des canaux de couleur qui n'a rien reçu au capteur, ce qui fait que là, je reçois une couleur très, très forte du côté rouge, fait que c'est facile, extrêmement facile même de voir là où j'ai eu des inondations suite à de fortes pluies. Pour l'agriculture, bon, on utilise ça énormément et de plus en plus. Hein, c'est la nécessité d'avoir des informations, particulièrement pour l'agriculture de précision. J'ai un exemple plus loin, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y rendre parce qu'on est limité. On va commencer un peu plus tard. 2, 3, 5 minutes. OK. Donc, catastrophe naturelle, même chose, on utilise ça. Je montrais un exemple tantôt. La géologie, on travaille avec ça énormément parce que bon, les compagnies ont besoin d'avoir de l'information sur de très vastes territoires. C'est difficile d'avoir des cibles pour pouvoir aller forer, savoir là où il y a du potentiel. Donc, on va faire de l'analyse spectrale pour la cartographie lithologique des altérations et faire de la cartographie géologique. Bon, enfin, différents éléments qui ont besoin pour du côté de la géologie, du côté du secteur minier. Des exemples, cartographie feu de forêt, ça, on travaille ici avec le gouvernement du Québec pour faire le suivi après les feux, pour voir l'impact qu'il y a eu sur le secteur. Les lignes de transport d'énergie, on travaille avec Hydro-Québec pour déterminer les endroits où les pylônes d'Hydro-Québec peuvent être plus impactés par l'érosion. Donc, on va faire une cartographie des sections humides, du modèle de terrain, et on va combiner différents types d'informations que les autres possèdent, et ainsi être capable de déterminer là où le pylône peut être problématique. Cartographie urbaine, c'est utilisé ça par CAE pour les simulateurs de vol. Eux doivent simuler la vision nocturne. Ça, c'est pour la défense, particulièrement. Eux, quand ils se promènent le soir, bien, ils ont des lunettes de vision nocturne. Donc, pour simuler cette vision-là, bien, ils ont besoin de savoir quels matériaux on a au sol. Donc, on va faire une classification à partir d'images Pléiades pour produire les matériaux, c'est-à-dire, bon, tu as de l'asphalte, tu as de la végétation, tu as de l'eau, tu as les buildings, et ils vont faire réagir comme ça dans le simulateur, ils vont faire réagir différemment ces matériaux-là pour simuler cette vision-là. Suivi des concentrations de sédiments en mer, c'est un projet qu'on a actuellement avec le gouvernement du Canada pour le suivi des dragages. Donc, on est capable, avec l'image satellite, avec différentes longueurs d'onde,
On est capable de déterminer le taux de matière en suspension dans l'eau. Cartographie 3D, je l'ai mentionné, on a fait l'étude de l'effet du permafrost sur un site minier. On utilise ça beaucoup. L'interférométrie radar, je vous ai mentionné tantôt, on est capable de percevoir les mouvements. Parce qu'on qu'on fait avec l'image radar dans ce cas-là, c'est de suivre le dégel du permafrost, donc, parce que ça commence à dégeler dans le nord. Donc, on est capable de voir les mouvements, parce que le permafrost, quand c'est à l'été, ça va dégeler, donc le sol va s'affaisser, la glace fond, le sol s'affaisse. L'hiver, ça va regeler, donc ça va remonter, ça va regonfler. Donc, on est capable de voir ici, avec l'image radar, on est capable de faire ce suivi-là et de voir si les infrastructures sont stables. L'environnement peut bouger autour si les infrastructures sont mises à des endroits très spécifiques sur les roches, ou enfin dans un sol plutôt qui est très solide. Mais on va voir si les infrastructures, eux, font la même chose, si ça bouge ou ça reste stable. Mentionné tantôt, l'agriculture de précision, on est actuellement avec le gouvernement canadien pour développer un algorithme pour déterminer l'application de l'azote, mais pas uniformément dans un champ, mais à des taux variables. Donc, on va utiliser certaines informations telles que le niveau de pluie, les prévisions météo. On va aussi utiliser le niveau de végétation qu'on trouve au sol et le type de matériaux qu'on a, quel type de sol on obtient. Donc, avec les images satellites, on est capable de produire ce genre d'informations-là pour aider, pour déterminer l'application de l'azote. Réhabilitation de site, lac mégantic, ça, bon, on a travaillé avec le ministère de la Sécurité publique pour déterminer, pour faire le suivi de la réhabilitation du site du lac mégantic. On a pris des images à répétition pour faire ce suivi-là. Et dernière slide, après ça on arrête. OK. C'est pour vous expliquer que lorsque nos clients et partenaires ont des projets, on offre toute une série d'aides qui, sans frais, à venir jusqu'au moment où est-ce que c'est qu'on fait une proposition, permet de bien cadrer le projet et de bien voir quelle image répond aux besoins du projet. Entre autres, une évaluation technique, ça peut être, on peut des fois recommander le satellite Rapid Eye parce qu'on va dire dans votre projet, la bande Red Edge serait utile. Ça, c'est une expertise qui est là. On a aussi la possibilité d'évaluer certains facteurs, comme le projet des sédiments tout à l'heure. Il fallait synchroniser l'acquisition avec les relevés terrain. Donc, au niveau de l'acquisition de l'image satellite, il y a comme un paramètre additionnel à ajouter, sans mentionner le fait que c'était dans l'eau, puis qu'il y a plusieurs paramètres qui viennent influencer une acquisition dans l'eau, le reflet du soleil, le vent sur l'eau, plusieurs choses comme ça. Donc, c'est tous des aspects qu'on regarde avec nos clients pour les aider à mieux obtenir la donnée qui va correspondre à leurs besoins. On fait aussi des recherches dans la banque d'archives. Vous avez une zone, vous voulez savoir s'il y a de l'imagerie disponible sur la région de Joliette. L'été dernier, on produit un rapport qui va vous dire il y a tel type d'imagerie qui est disponible à telle résolution. On fait des rapports de couverture. Si vous avez plusieurs zones, on peut vous fournir de l'information géographique en shape ou en fait des polygones avec les index de couverture qui vous permettent de voir que la zone est bien couverte et de vous donner l'information sur l'imagerie. On peut faire un estimé des coûts de projet. Des fois, les gens savent combien ça coûte de traiter l'information, mais pour l'acquérir, la fourchette est très large, donc ils veulent avoir une idée un petit peu du budget. Donc, on peut commencer à travailler puis dire, bon, bien, votre projet va se situer en fourchette entre X $ et Y $. Et une fois que tout ce travail-là est fait, et à venir jusqu'à date, c'est un service que l'entreprise rend parce qu'on croit que donner la bonne information aux gens, ça leur permet de bien travailler leur projet et d'où, après ça, la confiance s'établit. Et on fait éventuellement, après ça, une proposition que le client accepte. Et lorsque on va en nouvelle acquisition, on a tout un paquet de procédures et de processus qui font en sorte qu'on suit les nouvelles acquisitions et qu'on s'assure que les acquisitions sont faites à l'intérieur des fenêtres. La fenêtre étant, je veux mon acquisition entre le 1er juin et le 30 août, par exemple.
Bien entendu, on est très disponible pour n'importe quelle question technique ou n'importe quelle question. L'idée là-dedans, pour faire des choix judicieux, c'est de discuter, c'est d'amener les problématiques, puis de les adresser et de répondre à ces questions-là. Fait qu'on est disponible quand vous avez besoin de nous. On est à exposition commerciale cette semaine, donc au kiosque 11. Venez nous voir. Puis aussi, tantôt j'ai mentionné Terfométrie. On a une présentation vendredi à 12h45 spécifiquement sur le suivi de la stabilité des surfaces à l'aide des terfométries radar. Merci beaucoup de votre attention.